comprise entre 14 et 17 degrés. L'étude du professeur français Gilles-Éric Serralini, deux invités avec nous pour en parler. Alfred Bernard, vous êtes directeur de recherche au FNRS, vous êtes professeur de toxicologie à l'UCL. Et Patrick Dujardin, vous êtes professeur de biologie végétale à Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège. Merci à tous les deux pour votre présence. Monsieur Bernard, vous qui êtes un spécialiste, donnez-nous peut-être en quelques mots votre regard de spécialiste sur cette étude. Est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'il faut dire qu'elle est alarmante? Elle est alarmante dans sa présentation, mais quand on analyse l'étude, au fond, on se rend compte que cette étude suggère des risques plus qu'elle ne prouve. Ce sont des pathologies qui sont liées au vieillissement chez le rat, extrêmement fréquentes dès que le rat vieillit. Et donc, on a facilement une variabilité entre les groupes qui est importante. Et malheureusement, cette étude a des groupes trop petits. Et l'autre aspect, quand on analyse ça... Donc 200 rats qui ont été analysés, oui, 200 c'est rats. un échantillon trop petit. C'est trop petit parce que ce sont des pathologies très fréquentes. Donc, il y a, dans certains groupes, il y a avoir 30% de cancer. Et donc, on a observé ces pathologies auprès des rats qui n'avaient pas reçu les OGM et le pesticide en question. Donc, ça apparaît spontanément chez le rat. Cancer mammaire, pathologie rénale et pathologie du foie font partie du vieillissement du rat. Et cette étude, au fond, ne fait pas ça. Mais cette étude est allée jusqu'au bout de la vie des rats, et donc on voit apparaître ces pathologies avec des différences entre les groupes. Alors ce qui est gênant dans cette étude, c'est que le groupe témoin a une petite taille. Donc il suffit que par hasard, le groupe témoin développe moins fréquemment cette pathologie et on ne voit rien. Et en plus, aussi troublant, il n'y a pas de relation avec la dose. Et ça, c'est un argument en faveur d'une causalité. Et donc, il faut quand même être prudent dans l'interprétation, et je ne suis pas sûr que cette étude soit bien validée par les agences de sécurité sanitaire en Europe ou en France, du moins dans sa totalité. Donc, il y aura sans doute des critiques à l'égard de la méthodologie. Et alors, ce que l'auteur ne dit pas, et ce qui aurait dû être dit, c'est que ces pathologies sont hormonodépendantes, et certaines de ces pathologies sont propres aux rats et liées aux hormones. Et donc, ce sont des classiques, mais on sait par exemple les pathologies du rein chez le rat et le cancer du rein n'apparaissent que chez le rat et surtout le rat mâle, et c'est lié aux hormones. Donc ça n'est pas extrapolable, en tout cas à l'homme. Monsieur Dubois, malgré tout, c'est une étude qu'on nous présente comme étant originale parce que pour la première fois, dit-on, on a suivi des rats pendant 2 mois. Or, jusqu'à présent, on le fait pendant peu de temps. Oui, Dujardin, mon nom. Pardon, j'ai dit autre chose. Dubois. Excusez-moi. C'est déjà arrivé. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, l'étude est présentée comme originale par la durée d'observation. Il est vrai que c'est la première fois que sur le maïs, nom de code NK603, une étude aussi prolongée a été réalisée. Et pendant 2 ans, j'ai dit 2 mois aussi. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, absolument. Et d'habitude, c'est 3 mois à peu près. 90 jours, effectivement. Donc, les tests standardisés au niveau de l'OCDE, donc puisqu'il y a des protocoles qui sont normalisés au sein de la communauté scientifique, préconisent 90 jours. Effectivement, ici 2 ans, mais ça n'amène pas que des informations intéressantes. Parfois, ça brouille les cartes, comme mon collègue vient très bien de l'expliquer, parce qu'avec une durée aussi longue, des pathologies associées au vieillissement se manifestent et finalement rendent très problématique l'interprétation. Maintenant, il existait quand même déjà quelques études qui allaient au-delà des 90 jours sur d'autres aliments génétiquement modifiés. Donc, et on nous répond, ces études-là ont été réalisées par les producteurs d'OGM, donc pas toujours. Il y a suspicion. Non, il y a au moins 5 études répertoriées dans un article de référent de revue de 2011 qui donc réalisent de tels tests et ne sont pas donc des études réalisées par l'industrie, mais par des institutions publiques et des financements publics. Donc ce n'est pas le premier cas d'une étude publique sur la question. Et quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut tenir compte de cette étude? Monsieur Bernard disait, elle ne va peut-être pas être avalisée par les instances scientifiques. C'est donc possible que cette étude, finalement, ne soit pas prise en compte? Il est tout à fait possible qu'elle ne soit pas prise en compte. Ce qui est certain, c'est qu'on va l'analyser. Il y a déjà au niveau de l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une décision prise d'examiner rapidement le fond de cet article. L'EFSA a des comités d'experts, un comité qui s'appelle le panel OGM, qui est tout à fait compétent pour analyser ces questions et qui déjà par le passé a été à plusieurs reprises saisi par la Commission européenne notamment, pour apporter une réponse sur un article, notamment donc de la même équipe du professeur Serralini, en 2007 et en 2009, rejetant d'ailleurs les conclusions à ce moment-là de ces études. Donc on ouvre ici un nouveau chapitre. Je crois qu'il faut être très clair aussi. On va examiner avec le plus grand sérieux cette étude. Il y a des faits qui sont présentés. L'interprétation des faits, maintenant, doit aussi faire l'objet d'un exercice collégial par des comités d'experts qui sont mandatés à cette fin.
Très bien. Une première question d'un téléspectateur, Thierry Arnoult. L'étude de ce professeur français signifie-t-elle que les contrôles européens sont inefficaces, Monsieur Dujardin? Elle ne prouve absolument pas que les contrôles européens sont inefficaces, puisque pour l'instant, cette étude n'a rien prouvé du tout. Donc il faut d'abord dégager les significations biologiques éventuelles de ces données pour voir si effectivement elles mettent à mal l'efficacité des procédures d'évaluation. Je serais très étonné qu'effectivement... Et si elle est prise en compte, ça voudrait dire effectivement que tous les contrôles qui sont réalisés pour l'instant n'auraient peut-être pas été vraiment au fond des choses. Vous voulez prise en compte si jamais on imposait une durée d'observation de 2 ans systématiquement pour tous les tests. J'attends de voir. Je crois qu'il faut vraiment étudier l'article en question. Je pense que le professeur Bernard a déjà mis le doigt sur un problème de fond. La population témoin, c'est-à-dire nourrie avec du maïs non OGM, développe les mêmes pathologies. 30% des animaux, donc témoins, du groupe témoin, des femelles manifestent les tumeurs en question. Donc je crois qu'il y a quand même là une vraie difficulté, mais il faut reprendre l'ensemble des données de l'article pour se forger une véritable idée sur la question. Pour éclairer le téléspectateur, M. Bernard, pour l'instant, il y a 2 types d'OGM qui sont produits en Europe. C'est ça, oui. Qui sont cultivés en Europe, pas davantage. Oui, et en Belgique, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Non, c'est vrai. Donc on parle ici, c'est de la recherche au fond. Donc il n'y a pas d'implication directe de ces données donc, pour l'homme. Mais je pense qu'il faut quand même... Ce qui est extrêmement troublant dans cette étude, donc il est difficile de réagir sans voir l'article, ce sont les doses infimes qui sont données à ces rats. Et donc en termes de plausibilité biologique, c'est quand même rarissime d'avoir des cancers avec des doses aussi faibles d'une substance comme le Roundup, donc qui est donné à des concentrations infime. Et donc mais le téléspectateur va se dire, comment expliquez-vous les photos qu'on a pu voir dans la presse avec des tumeurs énormes? Ce sont des tumeurs qu'on aurait pu observer sur des rats qui n'auraient pas reçu ces photos. OGM. Moi, autrefois, nous faisons des expériences chez les rats, ça c'était courant. Dès que vous avez un rat qui fait une tumeur donc mammaire, le rat a plusieurs mamelles, et donc classiquement, ces tumeurs deviennent énormes et parfois plus grosses que le rat. Nous avons un laboratoire, souvent on sacrifie le rat en euthanasie, mais si on laisse le rat vivre avec cette tumeur sans traitement, ça devient aussi gros. C'est tout à fait courant, ça. Et je regrette un peu qu'on ait mis ça dans les médias et qu'on ait mis l'accent là-dessus, parce que ça sont les tumeurs qu'on voit spontanément chez le rat femelle, avec l'âge, c'est bien connu, et surtout dans cette souche de rat. Donc, ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'il y a eu une médiatisation avant que la communauté scientifique ne soit informée. Ce n'est pas habituel, ça. Non, c'est pas habituel, et bon, c'est une étude qui a une certaine validation parce qu'elle est publiée, il y a eu des critiques, mais la façon dont elle est présentée avec ces tumeurs, qui sont des tumeurs spécifiques du rat massives et qui sont hormonodépendants, il faut être extrêmement prudent. Il n'est pas impossible que si vous avez donné une autre plante, parce qu'ils évoquent l'hypothèse de phytoestrogène, de substances qui auraient une activité donc perturbatrice pour les hormones du rat, il n'est pas impossible, il avait pris une autre plante, des soja, vous modifiez la balance hormonale du rat et il développe exactement le même type de cancer, avec une plante qui serait tout à fait naturelle. Et donc ça, il faut analyser tout ça. Mais comment expliquez-vous les objectifs poursuivis par ce professeur français? On ne va pas faire de procès d'intention, mais c'est un scientifique comme vous deux. Pourquoi irait-il faire des études qui dénoncent les OGM alors que... si je vous écoute, les procédures utilisées ne sont pas valides scientifiquement. Quelles seraient ses motivations? Ça, j'en sais rien. Le problème des scientifiques, c'est que je pense qu'un scientifique ne doit pas être impliqué dans des polémiques. Il doit publier, expliquer ses résultats, les conforter, ne pas publier trop vite, publier beaucoup trop vite. Moi, je n'aurais jamais publié ce genre d'études parce qu'il n'y a pas de relation avec la dose, parce qu'il y a beaucoup de cancers chez les témoins. Et donc, on publie des données, au fond... la publication est un peu motivée par le combat du scientifique. Et c'est vrai qu'il faut contrôler ces OGM. Je suis certain qu'il y a des OGM qui comportent des risques, d'autres n'en comportent pas. Ici, c'est l'alimentation. Mais ça se situe, et c'est ça qui est un peu malsain, ça se situe dans une polémique. Et donc, il y a une amplification via la presse, avant même que la communauté scientifique ait pu se prononcer, analyser ces données. On va prendre une question suivante. Sophie Otta, l'OGM étudié dans l'étude française n'est pas cultivé en Belgique, on l'a dit. Cela ne veut sans doute pas dire que l'on ne la retrouve pas dans l'alimentation vendue dans d'autres pays, Monsieur Dujardin. C'est tout à fait exact. Si l'on ne cultive pas chez nous de plantes génétiquement modifiées, on importe quand même sur le marché européen massivement des OGM. Donc il y a là ce paradoxe extraordinaire d'une
Europe qui ne veut pas mettre en culture des OGM, mais qui, soumise aux lois du commerce international, importe finalement de très nombreux produits après avoir validé la sécurité de ces produits, puisque chaque OGM importé sur le territoire européen fait également l'objet d'une analyse par l'EFSA. Chaque ingrédient issu d'OGM. Donc, c'est le cas également des aliments qui sont donnés au bétail, absolument, aux animaux. Tout à fait. Donc parce qu'il y a aussi des OGM là-dedans. Et massivement, puisqu'il faut savoir que le soja américain est aujourd'hui à 90%, 95% OGM. Donc c'est vous dire les quantités qui circulent quand même sur les marchés internationaux. Et donc si on n'achète pas des aliments sur lesquels il était indiqué qu'il y a des OGM, si on achète des aliments sans OGM, si je mange de la viande, par contre, il pourrait très bien y avoir des OGM dedans. Alors dans la viande, non, puisqu'il n'y a pas sur le marché, d'ailleurs, y compris ailleurs qu'en Europe, il n'y a pas d'animaux génétiquement modifiés destinés à l'alimentation. Non, mais si je mange un animal qui a mangé de la mais nourriture avec des OGM. pour autant n'est pas OGM. Parce que si vous mangez la vache, vous allez vous considérer comme OGM aussi. Non, je crois qu'à un certain moment, il faut être clair. Et donc c'est là qu'il y a une grande différence entre des résidus de pesticides qui sont susceptibles de s'accumuler éventuellement dans les chaînes alimentaires et un OGM dont finalement les constituants, les protéines, l'ADN qui le constitue est dégradé par le système digestif. Et donc je dirais que là le législateur européen qui s'est posé cette question a, je crois, été sage en disant il ne faut pas considérer que l'animal qui consomme un OGM est lui-même OGM. Il nous reste peu de temps, mais en conclusion, suite notamment à cette étude, suite au débat qui existe aujourd'hui, est-ce qu'on doit se passer des OGM, oui ou non ? Ça ne suffit certainement pas pour proposer ce type de décision radicale. Il faut continuer l'exploration et des risques et des opportunités. Très bien, merci à tous les deux d'avoir participé. Demain, suite au